Bonjour Emmanuel, pardon, on t'a pas accueilli encore. Bienvenue. Je pense qu'on a peut-être pas mal de gens qui vont arriver un petit peu en retard aujourd'hui ou alors qui comptent regarder le replay, mais on va démarrer puisqu'on a, comme d'habitude, pour objectif de vous libérer dans 1 heure pile pour pas manger sur les emplois du temps de chacun. Euh, c'est parti, on va débuter. Au niveau des nouvelles côté Floqueo, vous avez dû le voir passer, ou si c'est pas le cas, on vous l'annonce là. On fait une session d'appel en ce moment, donc Solène et moi, on vous contacte tous et toutes individuellement. Là, dans le mois de novembre, on a pour objectif de finir ça dans les 2-3 semaines qui arrivent là. On veut juste échanger avec vous dans une politique d'amélioration de notre côté, essayer de voir avec vous aussi si vous avez bien connaissance de tous les services auxquels on vous donne accès. Voilà, juste un échange. Le but, c'est de prévoir une trentaine de minutes. On vous a mis un lien que Solène vient de vous repartager là dans le chat pour accéder à notre calendrier pour prendre rendez-vous. On va vous appeler en tous les cas, mais ça reste plus simple si vous calez le rendez-vous quand ça vous arrange et que voilà, on se bloque 30 minutes et on discute ensemble. Et puis après, on vous fera des retours là-dessus. Voilà, je pense que vous l'aviez vu passer, mais c'est un petit rappel de ce côté-là. Ensuite, petite aparté, murmuration, donc la maison mère de Floqueo, je pense que vous le savez. On recherche une dizaine de volontaires parmi vous. Pourquoi? Parce qu'on cherche à implémenter un nouvel outil de système de fixation des prix, que ce soit en agence, en hébergement, peu importe. L'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, le prix d'une nuit d'hôtel, on va dire, il est établi en fonction de l'offre qu'on a et du nombre de touristes qu'on a. L'idée de cet outil-là, c'est d'ajouter à ça un aspect score environnemental, c'est-à-dire les périodes où c'est possible pour la destination de recevoir plus de monde et inversement, les périodes où il y a trop de monde déjà et de faire adapter le prix en fonction de ça. Je ne sais pas si je suis très très claire, je suis désolée. En tous les cas, on a cet outil qui est en travail, c'est vraiment juste le début et du coup, ça nous ferait plaisir en fait de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes les professionnels du métier concernés et donc on a un petit questionnaire à vous faire passer pour une petite dizaine de personnes d'entre vous qui seraient volontaires pour que vous puissiez nous dire si vous voyez un intérêt, comment pour vous ça peut s'appliquer, quelles sont les limites, etc. Voilà, donc si jamais, signalez-le nous par message, par mail, comme vous voulez, vous nous dites pourquoi pas, voilà. Vous nous faites un petit message à l'adresse qu'on vient de partager dans le chat et comme ça, on vous fera passer le questionnaire et puis après, potentiellement, vous pourrez suivre l'évolution de cet outil et de sa mise en place peut-être. Voilà. Ensuite, on voulait revenir avec vous sur les offres de formation avec nos friends et notamment sur celle d'Annual Travel. Donc, normalement, Justine est connectée pour vous la représenter brièvement. L'idée, ce serait de faire une session de formation pour tous les partenaires qui sont intéressés communes. Et donc, on voudrait connaître vos disponibilités, si vous souhaitez participer et autres. Donc, on vous enverra un lien dans la semaine aussi pour recueillir un petit peu vos avis dessus. Donc, je vais laisser la parole à Justine pour vous représenter sa formation. Oui, bonjour à tous, merci Solène. Alors, c'est une formation qui porte sur tout ce qui est préservation de la biodiversité et le bien-être animal dans le milieu touristique. Donc, dedans, j'explique un peu toutes les dérives du tourisme sur la faune et l'environnement qu'on retrouve et aussi donner quelques pistes d'amélioration. Comment est-ce qu'on peut faire de l'écotourisme un levier vraiment de conservation de l'environnement et des espèces. Voilà. Super, merci Justine. Donc on vous enverra un petit lien dans la semaine pour pouvoir s'organiser. Ensuite, on a voulu faire un petit jeu, un petit rébut, puisqu'on a un invité surprise qui arrive en 2024, donc dans les mois du début de l'année, pour un Floqueo Campus. Donc ce sera un de nos intervenants. Donc on vous a mis un rébut, ça correspond à son prénom et à son nom. Donc, si vous voulez le prendre en photo, le screener ou autre, et y réfléchir maintenant et nous envoyer les réponses dans le chat, ou alors y réfléchir pour plus tard et nous envoyer votre réponse dans Slack.
Voilà, j'espère que vous avez pu prendre. Ok, on a des gens super réactifs. Oh waouh, il y a des grands joueurs. Non, désolée, la chevelure ne donne pas d'indication. Voilà, je passe à la suite. Tac. Du coup, aujourd'hui, nous avons Van qui va nous présenter comment sensibiliser le client dans son intégralité avant, pendant et après le voyage. Donc, Van, je vais te donner la main et te laisser partager et faire ta présentation. Très bien, très bien. Bon, on va essayer. On va refaire l'action comme tantôt, tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive? Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran, ma présentation PowerPoint en plein écran? C'est en train de charger chez nous. Ouais, c'est bon. C'est bon? Waouh! Pour une première fois, ça fonctionne. Ok, bon, merci à tous pour d'être présents. Donc, en fait, mon but, déjà, je me présente, je suis un réceptif vietnamien et nous, on travaille 100% en B2B. Donc nos agences, enfin, je travaille essentiellement avec des agences voyage et des voyagistes. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de partager avec vous les expériences vécues sur le terrain en ce qui concerne la sensibilisation au client final, c'est-à-dire le voyageur, parce que nous, la difficulté, c'est que on n'a pas de mainmise sur l'impact de la communication via le client final. On passe par nos partenaires agences de voyage. Et voilà, donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Donc en gros, euh, la difficulté que nous avons constatée, c'est que quand on sensibilise des clients, pour et Y raison, il y a toujours un risque de greenwashing. Parce que soit parce que le problème le plus courant, c'est parce que il y a un manque de cohérence dans l'ensemble du cycle de communication. Donc aujourd'hui, on va attaquer le problème de cohérence dans la communication et souvent parce que le message n'est pas suffisamment clair. Parce qu'on parle de tourisme durable, tout ça, mais madame, monsieur, tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, quand le message est flou, bah, ça crée des confusions. Et, euh, et le deuxième problème qu'on a constaté, c'est que il y a un manque de cohérence entre le message. Donc, déjà, le message, il n'est pas clair. Eh bien, l'offre, le design ici, ça veut dire l'offre de voyage, ne correspond pas forcément ou ne reflète pas fidèlement l'engagement transmis dans le message. Et le troisième problème qui vient du manque de cohérence, c'est dans l'exécution du voyage une fois que le client est sur place. Donc, en amont, il faut résoudre ces trois problèmes-là avant de déterminer par la suite comment le message est articulé, et c'est à partir de là qu'on va parler dans notre webinaire du parcours client, donc avant, pendant, après le voyage, et on va parler aussi de ce qu'on appelle la triangularité entre le client final, le réceptif et l'agence de voyage. Donc, je tiens à remercier à Eric qui est parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui a initié le concept et puis j'ai eu une chance de pouvoir travailler puis rebondir sur son concept pour aller plus loin dans la mise en place de ce webinaire. Donc, déjà, au niveau du message, déjà, on sait tous que, bon, ça c'est un sondage de Booking.com en 2020, mais c'est la même chose aujourd'hui, c'est que dans la plupart des sondages, les gens sont sensibles au tourisme durable, mais quand on leur demande de quoi il s'agit, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. Et le problème de ça, c'est que c'est un concept trop vaste, le mot tourisme durable. Et l'important, c'est plutôt, au lieu de viser un mot trop vaste, il faut rétrécir l'entonnoir et puis de choisir un mot beaucoup plus précis, plus implicite.
Et donc nous, en tant que réceptifs, on a beaucoup réfléchi sur ça pour déterminer en fait le mot et puis une sous-catégorie bien ciblée de l'atmosphère, de l'univers du tourisme durable. Ici à Auch, vous voyez, le tourisme durable, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire parce qu'il y a trop de sous-catégories, trop de sous-catégories là-dedans. Donc nous, on a décidé de cibler et d'extraire une seule composante minime de ce schéma-là, et on a décidé de nous concentrer sur la dimension socioculturelle. Ça veut dire l'authenticité. On a décidé exprès d'écarter, d'éliminer tout le reste, et on a décidé de mettre un focus sur un seul mot, c'est le mot authentique. C'est pour ça qu'on a choisi la fameuse phrase, ce qui est d'ailleurs notre promesse ou notre proposition de valeur. C'est notre mission, c'est de proposer le vrai Vietnam via l'immersion. En fait, il y a un champ sémantique qui s'articule autour de ce mot vrai. Vous voyez, vrai, en gros, il y a tous ces mots-là qui reviennent qui résonnent en fait dans la tête de Madame, Monsieur, tout le monde. Quand on dit vrai, l'immersion, c'est des mots implicites, c'est que c'est authentique, c'est local, c'est partage, c'est proximité avec la population locale. On essaie de jouer sur ces mots-là qui sont beaucoup plus compréhensibles et accessibles à une audience, au grand public. Donc, on a décidé voilà, c'est notre tactique, mettre un focus sur une seule composante du tourisme durable. On extrait une composante bien implicite. Maintenant, une fois qu'on choisit ce message clair, on va par la suite, nous on travaille en arrière-plan, on met en place des offres de voyage qui collent à cette promesse, ça veut dire l'immersion, donc la proximité avec les habitants, tout ça. Donc ça, c'est un premier travail, transmettre un bon message, avoir un bon produit, mais après, maintenant, le défi, c'est que le réceptif, il a beau avoir un bon produit, un bon message, mais pour que ça matche, pour que ça fonctionne, il faut que son partenaire, client de voyage, agence de voyage, et puis le client final de l'agence de voyage, le voyageur, il faut que les deux autres acteurs partagent aussi la même vision des choses. Et c'est pour ça qu'il faut un bon fit entre les trois acteurs. C'est pour ça qu'on parle de ce fameux triangle que Eric avait cité. Donc, il faut une bonne compatibilité des valeurs. Et donc ça, c'est le deuxième travail. Nous, on a mis beaucoup de temps à bien choisir nos partenaires. Donc déjà, le travail en amont du réceptif, c'est de filtrer, entre guillemets, de bien sélectionner des agences avec qui on a envie de travailler. Donc ça, c'est un premier amont. Le message doit s'adresser à un public beaucoup plus ciblé. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. Une fois que le travail est fait, on filtre les clients, on filtre le message. Là, par la suite, on va mettre en place le parcours client. Donc là, ici, aujourd'hui, pour illustrer mon travail, je vais utiliser je vais illustrer via les exemples concrets. Donc, ce sont mes clients, ce sont des agences de voyage. Et pour prouver que le parcours client fonctionne, j'essaie de proposer une diversité d'acteurs. Ici, on peut avoir des niches très différentes comme Naturel, c'est une agence qui propose des voyages spirituels. On peut avoir aussi Voyageuse du Québec, donc qui propose une niche, un voyage pour les femmes célibataires. On peut avoir aussi une diversité au niveau des nationalités. On peut avoir ici Naturel, c'est des Suisses. Tempo di Viaggi, c'est une agence italienne. Voyageuse du Québec, ça vient du Canada. Et puis on a Eric, et puis l'association BNL, c'est des organismes français. Donc, aujourd'hui, parcours client, on en a avant le décollage, pendant et après le voyage. Et nous, comment on travaille, c'est que dans chacune des 4 phases, on essaie de fournir en fait au maximum d'outils ou de documents, soit des visuels, tout ça, pour outiller les agences de voyage. Le défi des agences de voyage aujourd'hui, c'est que même si les agences ont une vraie volonté de sensibiliser le client, elles n'ont pas assez de documents ou d'informations nécessaires pour pouvoir discuter avec les clients. Donc, c'est vraiment le job du réceptif de fournir ces informations-là. Donc, avant le voyage,
Puisque nous, le message, c'est l'authenticité. Et pour être cohérent par rapport à ça, on partage un ensemble de documents pour les agences voyage. Dans notre cas, on partage une carte du tourisme durable. En gros, c'est pour dissuader des clients d'aller dans les endroits trop fréquentés et puis on propose des alternatives. Et l'idée, c'est que quand on se trouve dans les endroits bondés, on ne peut pas trouver l'authenticité parce quand il y a trop de monde, il y a un manque de convivialité. Donc, le mot convivialité, c'est un champ, c'est une dérive sémantique de l'authenticité. On partage aussi un document qui s'appelle le Vietnam Fake. En gros, c'est l'idée de sensibiliser, d'avertir les agences voyage comme quoi il y a des cas, des activités qui ne reflètent pas du tout le Vietnam, le vrai Vietnam, je veux dire. Et donc, donc l'agence peut utiliser ce document-là pour sensibiliser le client. Et puis, dans la phase de la prod, on propose des fiches techniques, des fiches des activités représentées par les Vietnamiens. Donc là, on retrouve toujours le mot proximité avec les habitants. Notre promesse à nous, via cette présentation des fiches techniques, on voit clairement qui est derrière, quel Vietnamien qui se cache derrière l'activité. Et donc, quand l'agence voyage propose ce document-là au client final, ça donne un sentiment de proximité. Ah, on sait qui est derrière l'activité en question. Ça crée un sentiment de proximité. Et puis, on partage un document qui explique un peu la pénurie de guides francophones au Vietnam. Pourquoi ce document est important? C'est parce que on considère comme un facilitateur de rencontres et le guide francophone joue un rôle central. C'est lui le chef d'orchestre qui sert de trait d'union entre la population locale et le voyageur. Sans lui, l'authenticité a du mal à se concrétiser. Donc, son rôle est important. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu, de moins en moins de guides francophones. Donc, il faut sensibiliser dès en amont l'importance de bien cadrer toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est la phase avant. C'est l'ensemble de documents qu'on partage avec des agences de voyage. Ensuite, dans la phase avant le décollage, souvent il s'agit du voyage, soit les voyages sur mesure, des voyages ou des voyages GIR. Une fois que le voyage est vendu, le client avant le décollage, nous on partage dans un second temps une deuxième vague de documents. Donc là, ce sont des documents de sensibilisation à nouveau. Donc vous voyez ici, c'est vraiment en deuxième lieu qu'on va par la suite glisser un petit mot d'autres dimensions du tourisme responsable. Donc ici, on va toucher la pollution plastique qui touche la dimension environnementale. On va expliquer aussi à quoi ressemble le logement chez l'habitant, parce que dans nos offres de voyage, il y a pas mal de séjours chez l'habitant, et on partage ce document qui explique en détail à quoi ressemble le logement chez l'habitant pour modérer les attentes des clients vis-à-vis de l'authenticité. Donc, on explique en vrai comment ça se passe sur place. Puis, on a un document qui s'appelle Info pratique. Là aussi, on partage des informations sur parfois sur les réalités du terrain, comment ça se passe, la culture vietnamienne sur place, quoi. Donc, en gros, le mieux, plus on arrive à expliquer et donner le maximum d'informations aux clients, comment ça fonctionne, la réalité sur place, plus on arrive à modérer l'écart d'attention, l'écart d'attente entre la perception du client et la réalité du terrain. C'est tout ça aussi l'authenticité, la difficile équation entre la perception du client vis-à-vis de l'authenticité du pays et la réalité du pays sur place. Donc, comment on procède pendant cette phase, au niveau concrètement comment ça fonctionne. Ici, je vous donne les 3 exemples. Par rapport à, par exemple, l'agence Les Voyageuses du Québec, avant le décollage, je fixe une visioconférence avec la fondatrice de l'agence. Donc, le jour J, avec ma présence, la fondatrice va organiser un événement virtuel avec des participantes. Et puis, avec ma présence, je profite de cet événement-là pour
sensibiliser ensemble avec l'agence. Je vais expliquer tous les écueils de l'authenticité, je vais expliquer tout ce qui est pollution plastique sur place et nous, à notre échelle, comment on peut agir en tant que professionnel. Donc ça, c'est avec l'agence Voyageuse du Québec. Alors avec l'association Balat Nioy Loisirs, il y a un membre de l'association qui est Jean-Philippe. Lui, il est le pont entre moi et l'association. Donc lui, il a organisé aussi un événement virtuel et donc moi, en amont, je lui ai fourni un maximum d'informations concernant la démarche éco-responsable. Et puis lui, il a organisé un événement off avec les participants. Et puis lui, il explique tout ce qui est recommandé pendant le voyage, comme par exemple pourquoi parce qu'il faut savoir que c'est un gros groupe, hein, c'est vraiment 35 personnes. Donc, pour sensibiliser 35 personnes, on explique pas pourquoi on n'achète pas de bouteilles plastiques, pourquoi on ne donne plus de tissu papier, et puis pourquoi on choisit pas des restaurants voués au tourisme, mais plutôt on choisit des échoppes locales, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, petit à petit, sans dire le mot tourisme durable, on pratique déjà via les versions concrètes sur place. Avec l'agence Tempo Viaggi, une agence italienne, l'approche c'est plutôt différent dans le sens où j'ai organisé une visioconférence en privé avec la fondatrice de l'agence. Donc pendant 3 heures, j'ai fourni le maximum d'informations sur comment, sur les questions potentielles que les clients finaux risquent de lui poser. Et donc, je fournis des tonnes et tonnes d'informations sur tout ce qui est en lien avec la démarche éco-responsable. Donc, voilà, comment fonctionne le logement chez l'habitant, comment on répartit les revenus du tourisme dans un village, et puis le comportement à adopter quand on est sur place, et c'est quoi les images, les fausses images du Vietnam qu'il faut absolument enlever, hein, tout ça. Donc, elle a été fournie tous ces outils-là pour ensuite répondre aux questions épineuses de ses clients. Donc, ça, c'est la phase avant le décollage. On martèle une première fois avant le voyage, on martèle une deuxième fois avant le décollage et on martèle une troisième fois pendant le voyage. Et c'est toujours le même message, l'authenticité, hein. Et puis pendant le voyage, l'outil qu'on utilise souvent, c'est WhatsApp. Donc nous en fonction des agences, on crée soit un groupe WhatsApp, soit c'est l'agence qui nous contacte directement pour faire le suivi en fait, hein, des voyages sur place. Donc ici, je vais partager les 3 exemples. Alors, on a beau partager plein de documents de sensibilisation avant le voyage, on a beau partager plein d'informations avant le décollage, il se peut que les clients ne soient pas forcément suffisamment martelés pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, parfois, sur place, il se peut qu'il y ait soit le malentendu, ou soit les clients ils comprennent pas forcément bien comment le voyage se déroule sur place. Et donc, il se peut qu'il y ait de petits ajustements pendant le déroulement du voyage pour que ça corresponde mieux à la notion d'authenticité comprise, hein, par le client. Donc, le premier cas, c'est le cas avec l'agence Eric de Trip. Donc, un cas, pendant un voyage, même si on a vendu l'idée de participer à un pèlerinage bouddhiste au printemps, mais sur place, la cliente s'est rendue compte que, en fait, la foule, le pèlerinage, il y a beaucoup de monde, hein. En fait, l'idée de participer à un pèlerinage soit aussi authentique soit-il, mais le fait qu'il y a beaucoup de monde, ça lui convient pas forcément. Donc, on a dû changer de plan sur place pour que, on a remplacé le pèlerinage par une autre pagode beaucoup moins fréquentée. Et ça, en fait, c'est un ajustement entre la compréhension du voyageur et puis la réalité sur place, quoi. Le deuxième exemple pour l'ajustement de l'authenticité, c'est le cas de l'école naturelle. Donc, la fondatrice, elle est aussi accompagnatrice sur le terrain.
Et bien, quand on visite, on passe la nuit chez l'habitant, bah, en fait, la propriétaire s'est trompée de date, donc elle a aussi eu un autre groupe en même temps. Donc, en fait, le fait d'avoir trop de monde au même endroit, bah, ça crée une baisse de convivialité, hein. Donc, la convivialité, ça veut dire aussi l'authenticité dans les échanges. Donc, du coup, bah, on a vu aussi, bah, elle a tout de suite nous appelé par WhatsApp sur place pour informer le problème. Et puis, bah, on a dû changer de logement sur place pour euh, pour assurer le bon ratio entre le, la capacité d'accueil de la famille et puis le nombre de voyageurs. Et pourtant, c'est un petit nombre, hein, ils étaient 10. Voilà. Et le troisième exemple pendant le voyage, c'est l'agence Tempo di Viaggi. Donc en fait, la fondatrice a beau expliquer tout ce qui concerne la réalité de la cuisine vietnamienne sur place, on va manger vraiment local, mais en fait manger local, il se peut que les clients n'aient pas forcément la bonne compréhension de ce que ça veut dire manger vraiment local. Et donc du coup, bah, sur place, pour certains repas, c'est vraiment cuisiné à la façon locale. Il y a un repas qui s'appelle manger des sauterelles, les criquets, bon, des insectes, quoi. Et c'est vrai que ça n'a pas trop plu aux participants. Ils n'imaginent pas un état, enfin, en tout cas, une authenticité si poussée, en fait, sur place. Donc, du coup, bah, la fondatrice, elle nous a contacté par WhatsApp pour ajuster un peu le tir, genre, on va un peu baisser le niveau d'authenticité, et donc là, bah, au lieu de proposer vraiment l'authenticité à l'état pur, on va modifier un peu le budget, enfin le menu, et puis on a changé de menu, et puis on a proposé d'autres repas, c'est toujours vietnamien bien sûr, mais on va pas proposer des trucs comme les insectes, quoi. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est l'ajustement de l'offre une fois qu'on est sur place. Mais toujours, ça s'inscrit toujours dans l'approche authenticité. On reste toujours collé à ce mot-clé-là. Bah après, après le voyage, il y a deux volets ici après le voyage. Il y a le volet feedback. Euh, feedback, je dirais, plutôt positif. Et après, il y a le deuxième volet, c'est le feedback avec des améliorations. Donc, le feedback très constructif. Ici, donc, le premier volet, au niveau du feedback, une fois que le voyage est terminé, avec l'école naturelle, c'est sous forme de vidéoconférence, c'est-à-dire on fixe un rendez-vous, et puis via Google Meet, pendant 2 heures, on discute avec l'agence pour dire voilà les points à améliorer, les points à ajuster. Et donc ici là, je mets le mot taux de remplissage. Ça veut dire que une fois que le voyage se passe sur place, bah, on se rend compte que le nombre de 12 participants est un peu trop, parce que c'est vraiment le nombre initial visé par l'agence pour remplir le départ. Ben, finalement, on a décidé de baisser le nombre de participants à 8 maximum. De 12, on descend à 8 parce qu'avec 8, ben, on a plus de chances d'obtenir l'authenticité via les échanges. Les échanges plus sincères, les échanges beaucoup plus conviviaux avec la population locale. Donc, il y a l'ajustement au niveau de de l'effectif du groupe. Il y a un feedback du groupe, par exemple, Balade Noël Loisirs. Bah, il faut savoir, je précise une notion très importante par rapport à cette association. Il faut savoir que cette association, dans le temps, était très habituée au tourisme de masse. Chaque année, l'association partait et achetait des voyages via des groupistes, hein, avec des voyages vraiment très industriels. Et puis pour la première fois avec nous, le groupe a décidé de voyager différemment. Donc avec nous, ben, on a concocté un programme complètement à l'opposé du tourisme de masse, et ça a choqué quand même, hein, pas mal de membres. Ils n'ont jamais vécu ça. Ça donne. Donc ils ont dû sortir de leur zone de confort
certains étaient à un moment donné étaient assez mal à l'aise par rapport à certaines expériences sur place, notamment au niveau de la bouffe. Hein, ils étaient très habitués aux touristes, enfin aux restaurants voués aux touristes. Et là maintenant, le fait de fréquenter que des échoppes locales, dans un premier temps, ils étaient un peu gênés, quoi. Mais au bout du 5e jour, 6e jour, ils étaient vite habitués et finalement, ils sont rentrés ravis. Et donc, c'était vraiment un déclic pour la plupart des membres de cette association. Pour la première fois, ils ont appris ce que ça veut dire vraiment le voyage et pas les vacances. Et donc, du coup, ils sont devenus ambassadeurs. Hein, ils ont participé à un journal de Nantes. Ils viennent de Nantes. Puis, dans le journal, ils ont vraiment partagé toutes les expériences insolites sur le Vietnam et avec beaucoup d'émotion. Et moi, personnellement, pour moi, c'est vraiment un épanouissement personnel, quoi. Parce que je suis vraiment tellement heureux d'avoir réussi à prêcher ma parole, à prêcher ma paroisse, quoi, au niveau du tourisme durable, et puis on a réussi à convertir ces adeptes, qui étaient pourtant les gens qui étaient partisans du tourisme de masse. Maintenant, il y a un deuxième volet, c'est le feedback constructif, ça veut dire que il y a des points à améliorer. Donc l'intérêt de ce feedback, et j'ai une chance de travailler avec des agences sérieuses qui étaient très compréhensibles, qui jouent le jeu, hein, qui prennent le temps aussi de me donner des feedbacks des clients pour pouvoir améliorer et de pouvoir détecter des signaux faibles. Pourquoi le signal faible ici? C'est que via des feedbacks, on peut détecter en amont et en avance certaines expériences ou certains endroits, certains fournisseurs qui s'écartent un peu de notre promesse de base. Donc, je donne quelques exemples concrets, comme par exemple un hébergement qui était au départ très bien chez l'habitant, qui était très bien, mais au fil du temps, en fait, il se peut que le fournisseur en question change d'avis et puis essaie de faire plus de business, quoi, et puis de faire plus de construction. Et puis donc, du coup, la capacité d'accueil augmente et parfois, ça ne correspond plus à la convivialité qu'on recherche nous. Et parfois, on est amené à changer de partenaire à cause de ça. Et donc tout ça, c'est lié au feedback. Hein. Quand je reçois des feedbacks gens avec cette famille d'accueil, en fait, c'est un peu usine à gaz, un peu trop mercantile. Nous, derrière, on doit faire des enquêtes sur place pour voir comment ça se passe. Et si c'est vrai, c'est véridique, on doit changer de partenaire. Et puis même chose, parfois dans certaines régions, via feedback des voyageurs, on compile plusieurs statistiques pour voir la tendance. Et si il y a genre une dizaine de feedbacks qui disent la même chose, genre dans la région de Huang Sefi par exemple, il se peut que sur 15 feedbacks, on dit que cette famille d'accueil en fait, c'est trop. Il y a un manque de spontanéité, il y a un manque d'attention. La famille prête moins d'attention aux clients. Dans ce sens-là, pareil, on doit faire des enquêtes là-dessus. Et si c'est vrai, on doit carrément changer de région si nécessaire. Et puis, l'hospitalité, ça aussi dans les feedbacks, si jamais, par rapport au guide, par exemple, guide francophone, si jamais sur 20 feedbacks, on détecte une tendance comme quoi tel guide, il travaille de moins en moins bien, il pense qu'à l'argent, et puis il démontre de moins en moins la disponibilité vis-à-vis des clients. Ça veut dire qu'il y a une baisse d'hospitalité vis-à-vis des clients. Dans ce sens-là, pareil, nous, on doit mener des enquêtes pour détecter ça, et puis si nécessaire, on doit changer de guide. Voilà. Donc ça, c'est les signaux faibles qu'on peut avoir grâce au feedback des agences. Donc, ça, c'est l'étape après. Et après ça, dans le cas de l'association BNL, puisqu'ils sont ambassadeurs, ils vont circuler l'information vis-à-vis de leurs membres. Et donc, du coup, il y a, au sein de l'association, il y a d'autres membres qui veulent vivre les mêmes expériences qu'eux. Donc, du coup, ils sont revenus vers moi pour concocter d'autres projets.
Donc ça, c'est vraiment c'est une boucle vraiment vertueuse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour reprendre, une synthèse, c'est que pendant le parcours client, avant, pendant et après le voyage, l'idée ici, c'est vraiment d'être très fidèle et très cohérent à un seul message de base qui est pour nous l'authenticité, quoi. Voilà. Euh, voilà où c'est la fin de ma présentation. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Van. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions. J'ai vu des messages de Véro. Véro, est-ce que tu veux peut-être rebondir sur les messages que tu mettais dans le chat? Alors oui, de toute façon, Van, on est totalement en phase avec Van. Moi, c'est vrai que j'ai, depuis, je veux dire, post-Covid, j'évite d'afficher et d'utiliser la terminologie tourisme responsable, tourisme durable, qui peut faire fuir. Par contre, je fais en sorte, comme Van, d'offrir les expériences, parce qu'en fait, les clients ne savent pas ce à quoi ça correspond. Et il est préférable de leur montrer, de leur faire toucher du doigt et de le faire vivre, et ensuite, éventuellement, sur place, leur faire comprendre que ça fait partie d'une démarche qui est réfléchie et qui est… mais bon, après, moi, pendant le Covid, je l'ai dit, j'ai découvert que je faisais du tourisme responsable comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir depuis 20 ans. Donc, je préfère ne pas utiliser la terminologie pour ne pas faire fuir les voyageurs. Par contre, je suis très attentive que lorsque je ne veux pas faire quelque chose, je l'explique. Je pense notamment à la montée en éléphant du fort d'Ambert, où j'explique que je ne cautionne pas cette activité et que je cautionne au contraire une association qui lutte, et je donne le lien de l'association. Si le client me dit oui, mais moi je veux faire la montée en éléphant, je lui dis écoutez, vous pouvez le faire, mais moi je ne la réserverai pas pour vous. C'est-à-dire que sur place, si vous voulez aller acheter votre ticket pour faire votre montée en éléphant, c'est vous qui voyez, mais moi je vous donne les éléments pourquoi je ne cautionne plus cette activité. Et donc ça fait partie de la sensibilisation, ça fait partie d'une démarche plus subtile, parce que je me suis rendu compte qu'à vouloir être un petit peu trop jusque-boutiste, à vouloir proposer des choses trop authentiques, en fait, je perdais des dossiers au point que des voyageurs, ça leur fait peur, et qu'une fois que ils ont cette trouille, que c'est trop authentique, c'est trop rustique, c'est trop dans peut-être l'hébergement un peu trop rudimentaire, ils ne vont pas penser à me demander une alternative mixte, voire carrément du classique, que je sais particulièrement faire, puisque qui peut le plus, peut le moins. Mais à un moment donné, on a besoin de faire tourner nos entreprises, on a besoin d'avoir du chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à développer des communautés, pour pouvoir expliquer nos actions, pour pouvoir être auprès des tribus et de leur expliquer ce que l'on fait, ce que l'on veut. Là, cet après-midi, j'ai des personnes qui sont venues, c'est pas moi qui ai été les chercher. Il se trouve que j'ai complètement arrêté tout ce qui est tourisme tribal, ethnique dans la région où je me suis installée, parce que depuis 6 mois, ça ne va plus. Les guides, alors, le terme anglais, c'est spolier, donc ils ont pollué en fait les tribus. Mais là, des locaux sont venus me chercher pour me dire on a envie que tu nous accompagnes dans la démarche, on a envie que tu viennes avec nous dans un partenariat
pour qu'on le fasse proprement, correctement et que l'on n'engendre pas les problématiques qui ont été générées par les guides sur les autres communautés ethniques. Donc, mais à aucun moment donné, on utilise la terminologie du tourisme durable, du tourisme responsable, des ISO 26000. Ça nous semble être la normalité dans laquelle on doit accéder. Et tous mes clients, toutes mes agences de voyage, à aucun moment donné, j'utilise la terminologie. Je n'utilise cette terminologie maintenant que lorsque je suis avec des gens qui comprennent, à savoir Van, Luc, Eric, Flokéo ou des gens qui comprennent. Sinon, le risque, il est en fait de faire fuir les voyageurs parce que ils ont envie, mais ils savent pas. Et lorsqu'on leur montre un certain nombre de choses, ils pensent, ils ont une réaction qui ne correspond pas à la réalité. Et il est préférable de leur présenter, comme l'a dit Van, une expérience authentique, plutôt que de dire que c'est du tourisme responsable, de façon à ce qu'ensuite ils comprennent que ça fait partie d'une démarche complète d'authenticité et qui fait partie d'un tout. Et ça, c'est possible quand on leur parle, quand on est avec eux et quand on est dans l'accompagnement sur place. Mais moi, j'évite tout ce qui est document. Voilà. Ok, merci Véro. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bonjour à tous et à toutes. En fait, moi j'avais une question plutôt logistique. Je vois, Van, que toi tu envoies donc beaucoup de documents à l'agence de voyage et je voulais profiter de la présence d'Emmanuel, Pascal et Eric pour savoir quel était votre point de vue à vous en tant qu'agent de voyage par rapport à l'apport de multiples documents qui pourraient peut-être interférer dans votre logistique personnelle d'agence, alors pas forcément au niveau de la marque blanche, mais au niveau des documents que vous donnez déjà, la difficulté, le temps que ça peut vous prendre, vous, soit de le transmettre, soit de le réintégrer dans vos documents. Comment vous le percevez, vous, on va dire, concrètement? Parce qu'on a vu qu'il y a quand même pas mal de documents avant, en amont, pendant, après. Donc c'est aussi pour vous une perte de temps quelque part. Pas forcément. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Alors moi, je pense que les documents ne peuvent pas remplacer l'humain, tout simplement. Moi, je suis agent de voyage généraliste. À aucun moment, je me présente en tant que spécialiste d'une destination. Et pour moi, travailler avec les réceptifs, c'est vraiment travailler en trio. Il y a le client, il y a effectivement l'agent de voyage, et il y a le réceptif. À aucun moment, je cache le fait que je passe par un réceptif. À aucun moment, je cache le fait que je ne suis pas pointu sur la destination. Le Vietnam, Nguyen Thai, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Moi, je ne le connais pas, le Vietnam. Je connais très mal, j'y suis allé une fois, mais c'est tout. Donc là, le but, c'est vraiment de savoir s'appuyer sur le réceptif, non pas seulement avec des documents, parce que les documents, c'est abstrait. Les documents, on ne peut pas les faire vivre comme les font vivre, bien sûr, un réceptif. Et c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à avoir des échanges en visioconférence avec mes réceptifs en présence des clients. Pour moi, ça, c'est des moments absolument primordiaux. Et ce rendez-vous, en fait, je le fais assez vite, en fait. Dès que je sens que toutes les planètes sont alignées, c'est-à-dire les attentes du client, son budget, la période de la destination, la période de départ, etc., etc. Quand je sens que toutes ces planètes sont alignées, à ce moment-là, donc, on commence à travailler sur le projet avec le réceptif. Et ensuite, dans son esprit de co-construction, ça j'y tiens énormément, que ce soit vis-à-vis du réceptif ou vis-à-vis du client, eh bien, on va évoluer. Je dis toujours à mes clients, vous savez, le premier projet que je vais vous présenter, ce ne sera certainement pas le projet définitif. Mais c'est une base, il faut bien qu'on parte sur une base. Et donc ensuite, on avance ensemble, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui vous convienne. C'est vous qui partez, c'est pas moi. Mais avant tout, ce qui compte, et je crois que c'est très important, c'est de vraiment bien parler avec le client. Si on a vraiment parlé longtemps avec le client, si on a vraiment déroulé tous les éléments importants,
Ensuite, on facilite beaucoup le travail de réceptif, d'une part, et ensuite, tous les non-dits, tous les malentendus et tout ça, eh ben, ils sont forcément, eh ben, il y en a moins tout simplement. Et cet échange avec le réceptif, il est absolument formidable parce qu'un document, c'est bien beau, mais c'est pas incarné un document. Un client qui a déjà vu son réceptif, avec qui on a parlé, avec qui il a échangé, il est en confiance. Et là, c'est pas une perte de temps, hein, ce moment-là. On gagne énormément. Moi, du coup, je confirme beaucoup de dossiers grâce à cette visio en présence des réceptifs. Voilà ma réponse à la question. Merci Pascal. Si je peux rajouter un petit mot, c'est bon, vous m'entendez? Vas-y, Eric, oui. Oui. Bon, évidemment, je partage tout ce qui a été dit précédemment. Par rapport au point des documents, mon avis, c'est que c'est important quand ils sont évidemment de qualité. Alors, si je prends l'exemple de Vantaille, en fait, Vantaille soulève un certain nombre de sujets qu'on ne trouve pas dans un Lonely Planet ou un Routard, quoi. Donc, c'est bien de les avoir, de les gérer, ces documents. Après, on voit ce qu'on fait vis-à-vis du client, mais au moins, avoir cette connaissance de la réalité, enfin, de la réalité ou de l'authenticité telle qu'elle est vue par Vantaille. Mais ça, c'est important parce que ça, le client ne le trouvera pas non plus, quoi, ou le trouvera difficilement. Ou peut-être s'il tape Vantaille, Vietnam, Bédalong, il trouvera peut-être des choses, mais autrement, non. Donc, je pense que ces documents-là, dans la mesure où ils ont été travaillés, ils sont importants. Après, deuxième point, avoir en tant qu'agence, comment on diffuse et comment on communique avec le client sur ces sujets-là. Mais encore une fois, en complément évidemment de tout ce qui a été dit, mon avis est que c'est important. D'autant plus que pour le voir via d'autres réceptifs, c'est à date pas très commun, quoi. Enfin, je suis fatigué en gros de voir des descriptions de circuits où c'est des copier-coller. Enfin voilà, quoi. Ça n'apporte pas grand-chose en fait au final. Sans aller jusqu'à des descriptions sur les sagas historiques des dynasties dans tel ou tel pays, mais même comme ça, souvent, ça manque de fond. Donc, quand on peut apporter du fond, comme le fait, bon, Vantaille, il n'est pas le seul, hein, mais c'est quand même assez rare, sur ce type de sujet, avec aussi des informations de vérité qui sont indispensables, bah pourquoi on ne va pas à Bédalong, mais qu'on va à côté, donc on peut encore y aller, bah oui, ça demande quand même des explications en amont. Et c'est bien si c'est écrit. Voilà. Merci. Merci Eric. Moi, je voulais juste poser une question du coup pour rebondir sur ce que disait Véro par rapport à l'utilisation des termes durables, responsables. Est-ce que là, les personnes présentes qui travaillent sur le territoire français, je pense à Emmanuel ou autre, est-ce que vous avez aussi fait cette même observation sur l'utilisation de ces mots-là qui peut faire peur ou est-ce que c'est différent sur le territoire français? C'est employé avec parcimonie, il faut faire attention avec qui on le dit. On ne peut pas entrer là-dedans tout de suite à brûle pour point en début de conversation. Mais après, comme je dis toujours, on a les clients qu'on mérite au final. Ça veut dire quoi? On a les clients qu'on mérite, c'est que en fait, moi j'ai beaucoup de clients qui me sont recommandés par des clients avec qui le feeling est passé. Donc forcément, le feeling il va mieux passer avec ces gens-là. Et du coup, c'est plus facile d'en parler quand on sent qu'on a des communautés de pensée avec ces personnes, mais ça ne peut pas intervenir tout de suite, ça intervient au bout d'un certain temps, effectivement, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis plus positif que vous à ce sujet. Moi, je pense que c'est quelque chose dont on peut parler, c'est pas un gros mot du tout, et ça peut être même très bien perçu, mais il faut totalement dédramatiser. Et il faut faire comme nous a indiqué Vantaille, et c'est comme ça que je fais aussi, c'est-à-dire expliquer que derrière le mot, il y a des actes très concrets, quoi. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Et concrètement, une fois qu'on a expliqué de quoi il s'agissait, l'authenticité, ok, mais l'authenticité, il faut faire attention avec ce mot-là, mais il faut tout dédramatiser, il faut tout expliquer, mais vous allez être vraiment au plus près des gens, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure façon, enfin, faut pas non plus le mettre de côté. Moi, je ne le mets pas de côté, et je le dis quand je sens que c'est le moment de le dire. Après, sur ce point-là, je pense que c'est une entreprise de
de longue haleine, c'est plutôt de long terme, quoi. Donc, à savoir que moi, j'ai des repeaters, en fait, où, bon, à force de travailler avec eux, ben, c'est pas sur 50 voyages, et ben, en fait, ça infuse un petit peu. Donc, ils savent, je suis pas extrême non plus. Mais j'en ai un ou deux qui m'ont déjà dit, ah oui, mais ça, j'aimerais bien faire ça, je sais pas, faire, pas n'importe quoi, mais faire du quad dans le désert. Puis ils m'ont dit, ouais, mais je sens que ça va pas te ou vous plaire, etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui rentrent dans la tête, un petit peu à la fois. Ça, c'est pour des clients qui on a déjà eu l'occasion de travailler. Et après aussi, bah, moi, concrètement, bah, sur mon site, en fait, j'ai un onglet tourisme responsable, mais je veux dire, je le mets pas forcément. Enfin, c'est un plus, quoi. C'est pas contre. Après, aussi, encore une fois, en voyant un peu entre guillemets, ce que je propose, ben déjà, de fait, ça filtre un petit peu au niveau de la clientèle, sans être extrême, quoi. En gros, sur mon site, j'ai pas mis un gros bateau MSC nulle part, quoi. Donc déjà, je doute qu'ils vont pas me demander une croisière de ce type-là. Donc déjà, il y a un filtre qui est déjà fait en amont. Mais c'est un filtre très, 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 très grossier. Après, par rapport à ceux qui vont, comme je dis, je pars en Inde, déjà, ça va filtrer un petit peu sur le type de clientèle, mais pas que. J'imagine bien, d'après ce que Véronique dit. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, questions, partage d'expérience pour aujourd'hui? Après, j'ai un petit complément aussi, c'est qu'en fait, on t'a parlé du triangle. En fait, le triangle, il est carré, si je puis dire, parce qu'en fait, il y a le Théo, quoi. Savoir qu'il y a le client, il y a l'agence, il y a le réceptif, et souvent, il y a le Théo entre les deux. Donc, ce serait intéressant de voir aussi de rajouter ce quatrième maillon de la chaîne, parce que je pense qu'aussi, bah, c'est un rouage qui est important. Alors, bon, enfin, nous, ici, souvent, je travaille sans Théo, mais souvent, il y a les Théos. Et puis, bon, Véronique travaille beaucoup avec les Théos. Donc, je pense qu'ils ont un rôle entre les deux qui peut être, enfin, c'est du plus, du moins. Donc, je pense que dans l'approche qui a été traitée, qui a été vue, peut-être rajouter le point du Théo serait intéressant également pour voir les points de friction qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Donc, ça crée une couche supplémentaire. Alors, pour le coup, Eric, je vais pouvoir te répondre. En fait, moi, je refuse de fournir les Théos. Et donc, j'en ai quasiment, ça fait déjà, je vais dire, 18 ans que je vais faire le choix de ne pas fournir les tours opérateurs parce que justement, leur politique de prix ne nous permettait pas de faire attention à nos fournisseurs et aux prestations que l'on sélectionnait. Par contre, là, sur les 2 dernières années, il y a une appétence des Théos pour ce que l'on fait, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de Véro. Et ça ne fonctionne pas. Moi, il faut que je paye mes guides, il faut que je paye mon bus, il faut que je paye les prestations que je fournis à la valeur. Et je ne suis pas ici en Inde en tant qu'agence réceptive pour mettre à mal tous mes fournisseurs. Je suis là pour leur apporter une qualité de vie, pour faire en sorte que tout le monde gagne sa vie. Et donc, j'ai encore fait une cotation la semaine dernière pour un gros tour opérateur français qui m'a demandé des prestations pendant Top Resa. Et j'ai perdu le contrat tout simplement parce que un tour opérateur indien a proposé la prestation à 1 500 € par personne moins cher que moi sur 4 000. Donc, j'ai juste répondu au tour opérateur que j'étais désolée, mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Parce que s'imaginer que je gagne 40% sur des prestations, faut quand même pas non plus abuser. Mais comme je sais c'est qui est en face de moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je sais que le guide ne va pas être payé, qu'on va lui demander de passer dans un certain nombre de magasins pour faire de la commission sur les touristes. Que les restaurants ne vont pas être des restaurants authentiques, mais des restaurants à touristes où ils sont à la chaîne à manger un buffet insipide qui n'a rien d'un buffet indien, qui vont manger à 95% végétarien parce que le guide va leur dire que c'est comme ça que ça se passe en Inde, alors qu'on est capable de leur proposer du poulet, du mouton, des repas élaborés avec une gastronomie d'un très très bon niveau. Mais il y a une différence budgétaire.
Donc, les tour opérateurs, après, ils te disent que le prétexte que tu ne peux pas passer avec 1 500 € de plus, c'est que le marché n'est pas prêt. C'est eux qui le créent, le marché. Hein. C'est pas nous qui le créons, le marché. Les clients, si on est capable de leur montrer qu'il y a des belles prestations et qu'il y a des valeurs, surtout quand ils sont estampillés ATR. Alors là, c'est même pas acceptable à mon avis, à mon niveau. Moi, si je peux rebondir par rapport à ces notions de contrainte, enfin de contrainte, mais de compromis, ou en tout cas là, vous évoquiez l'aspect financier. Effectivement, il y a peut-être des concessions à faire financièrement. Moi, dans mon activité de tourisme local et plutôt d'excursionniste, là où je me rends compte qu'il y a un gros progrès encore à faire, c'est pas tant sur le prix, mais sur la notion de temps. Alors, c'est un peu lié parce que finalement, c'est en faire moins, accepter d'en faire moins. Et c'est vrai que moi, j'ai un positionnement qui est vraiment assumé puisque c'est mon positionnement commercial, de parler d'écotourisme, de slow tourisme. Donc, je parle pas de tourisme responsable, mais bon, j'utilise d'autres terminologies qui sont aussi assez, comment dire, voilà, avec un positionnement fort. Mais en fait, les personnes qui viennent vers moi, et je me rends compte de ça notamment sur des groupes, que ce soit des scolaires ou des entreprises, ils me disent, enfin, ils viennent vers moi pour mon positionnement parce qu'ils trouvent ça hyper intéressant, notamment la notion de prendre son temps, d'avoir des rencontres authentiques. Mais tout ça, je trouve qu'on est encore vraiment trop dans une logique de consommation, voire surconsommation, dans le sens où on veut passer, on veut avoir le même rythme, voir autant de choses, mais en prenant son temps et en ayant des expériences authentiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment... j'y suis confrontée tous les jours où je ne peux pas les engueuler quand ils viennent vers moi. Je ne peux pas leur dire, mais est-ce que vous me demandez, c'est de la merde, en fait. Je suis obligée de m'adapter parce que je me dis que c'est semer des petites graines et puis que cette fois, ils font comme ça, que la prochaine fois, ils feront encore différemment et encore mieux. Mais oui, il y a la notion de prix où les gens voudraient la même chose sans payer plus, ce qui n'est pas possible. Mais il y a aussi vraiment cette notion de temps, de vouloir en faire autant, avec des bénéfices qu'on attribuera nécessairement au fait de prendre son temps. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est les contradictions que je peux observer chez les consommateurs et chez les personnes qui me contactent sur mon créneau. Merci Emmanuel. Alors, même que tu disais que pour toi, c'est carrément affiché en plus slow tourisme et tout. Ah oui, mais ils me disent, j'adore votre notion de slow tourisme, partir en randonnée, rencontrer des gens, mais on n'a que 2h30. Pourtant, je suis sur des créneaux d'une journée. Donc, à la base, j'avais quand même déjà anticipé le fait que les personnes qui me contacteraient ne seraient pas prêtes à consacrer 15 jours de leur temps à se balader. Donc, même sur une journée, c'est encore trop long. Alors après, dans le domaine du travail, parce que sur le team building et tout ça, c'est encore très différent. Il y a une vraie culpabilisation de ne pas travailler tout le temps. Donc, même une journée, c'est presque trop, en fait. Donc, il faut leur caser 2 heures de formation pour dire que quand même, ils n'ont pas fait que s'amuser. Bon, ça, c'est encore des notions autres, hein, c'est un autre débat, un autre sujet. Mais voilà, cette notion de temps, je me rends compte que c'est à la fois des solutions que je propose, c'est justement parce que des gens ont besoin de temps et ils n'arrivent encore pas à lâcher quelques heures. Donc, sur un séjour de 15 jours, je n'imagine même pas ce que ça peut représenter. Ouais. Ok, merci Emmanuel. On s'approche de la fin. Pascal, tu avais levé la main, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est une erreur. Non. Mais puisque j'ai la parole, juste je voulais dire 2 mots à propos des tours opérateurs aussi. C'est-à-dire que moi, je travaille de moins en moins avec les TO. C'est dommage, hein, parce que autrement, il y a du personnel très formé chez les TO. Donc, on n'a pas la qualité d'écoute, l'agilité et la volonté de personnaliser les voyages comme je les entends moi.
avec les tours opérateurs comme on peut l'avoir directement avec les réceptifs au final. Et puis, ce que je regrette, c'est la dilution de la responsabilité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez par un TO, qui passe par un grossiste, qui passe par un réceptif. Au final, s'il y a un blême sur le dossier, plus personne n'est responsable, quoi. Et donc, en fait, il y a beaucoup de déperdition d'informations, etc. Donc, les TO, moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux par le passé, bien sûr. Et malheureusement, maintenant, je travaille de moins en moins avec eux. Ça m'engage plus parce que moi, je fais que de l'indiv. Mais au final, j'y trouve mon compte parce que j'ai un très, très bon rapport et un rapport de confiance avec mes réceptifs. Voilà ce que je voulais dire. Merci Pascal. Si ça vous va, on va mettre fin à cette réunion parce qu'on a dépassé de 6 minutes. Merci à toutes et à tous pour tous vos échanges hyper intéressants. Et merci Van pour ton intervention aussi hyper complète. Le replay sera disponible si vous voulez le revoir. Ça concerne surtout ceux qui n'étaient pas là, mais sait-on jamais. Et bon après-midi, journée, soirée selon vos zones d'habitation. Merci tout le monde, à bientôt.